Philippe Vadjou, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter L'économie a-t-elle un sens que vous avez publié aux éditions L'Harmattan. Alors, avant de présenter votre essai, pouvez-vous tout d'abord vous présenter, s'il vous plaît? Oui, en quelques mots, après mes études supérieures, j'ai travaillé dans l'économie internationale qui m'intéressait, particulièrement les questions de développement. Et j'ai pu voir ainsi les mécanismes de cette économie, avec la Banque mondiale, le FMI, les grandes agences de développement, etc. Mais j'ai pu constater aussi les travers de cette économie, et les risques qu'elle nous faisait courir. Et ça m'a amené à chercher à faire un ouvrage un petit peu sur la finalité de l'économie. Et je constate que beaucoup de gens ne s'intéressent pas vraiment à l'économie, ou même, je dirais qu'ils n'en voient pas la finalité. Parfois même, disent-ils, je ne vois pas le sens de mon travail. Et on peut les comprendre. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous paraissent incohérentes, voire injustes. Par exemple, on vrac dans notre vie quotidienne. Peut-on accepter l'obsolescence programmée qui dure quand même depuis les années 1930 et qui ne cesse de s'amplifier, je dirais, au détriment des consommateurs comme de la planète par les gâchis? Est-ce qu'on peut accepter l'optimisation fiscale qui permet aux plus grands groupes internationaux d'échapper aux impôts? Et on constate, à travers les chiffres du FMI ou de l'OCDE par exemple, que ce manque à gagner pour les États représente exactement ou à quelque chose près les déficits de nos pays. Donc ne cherchons pas la culpabilité chez le malade ou le chômeur, c'est la source principale de nos déficits. Peut-on accepter les paradis fiscaux, comme on dit, où là encore on va retrouver les revenus de ces grands groupes, des grandes banques, comme des mafias de toute nature? Mafia du sexe, de l'argent, du jeu, des trafics d'organes, etc. Tout ça se retrouve dans les mêmes fonds. Tout ça est quand même un peu choquant. Est-ce qu'on peut accepter aussi les inégalités croissantes qui deviennent quasiment injurieuses, avec d'un côté des classes moyennes qui ont vu leur niveau de vie à peu près stagner, des classes laborieuses qui, elles, sont même précarisées, comme on dit, et simultanément une explosion des fortunes, des grandes richesses, des industries de luxe, etc. L'ONG Oxfam mesurait que 1% de la population détient environ ou presque 50% des ressources planétaires. C'est dire ces enjeux. Et puis enfin, dernier exemple, qui est peut-être le plus grave, les scandales sanitaires. Je pense à des laboratoires, je pense en France au laboratoire Servier, mais de façon plus générale, tous les scandales des cigarettiers, du sucre, de l'alcool, de l'amiante, des pesticides, des perturbateurs endocriniens, donc autant de risques pour la planète et notre santé. Or, à chaque fois, on constate que ces grands groupes vont créer des fondations pour collecter de l'argent, des faux laboratoires, des chercheurs à leur solde, et grâce à tous ces moyens, vont contredire les résultats de la médecine, vont contredire les recherches officielles et gagner des années. Ce qui veut dire gagner des années, ça veut dire perdre aussi des vies. Par exemple, les États américains, dans leur procès contre les grands cigarettiers, ont montré que les années perdues dans ces procès qui se sont éternisés ont entraîné au moins 8 millions de morts. C'est vous dire qu'on est confronté à une économie qui est quand même, à certains égards en tout cas, incohérente, injuste. Et pour conclure ce point, je dirais que le citoyen se trouve dans cette contradiction où il est confronté à une économie qui, je le répète, lui échappe, lui paraît incohérente, ne répond pas aux besoins de la population et encore moins de la planète, et d'autre part à une économie qui est de plus en plus concentrée entre les mains, il faut bien dire, d'une oligarchie mondiale qui décide à la fois des objets, des localisations, mais aussi de notre avenir. Et en ce sens, nous sommes en quelque sorte dépossédés. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser que cette impression de dépossession que l'on ressent va entraîner des problèmes aussi bien sociaux, religieux, politiques, pas seulement économiques. C'est l'ensemble, c'est les citoyens dans leur ensemble qui se sentent un peu mis à l'écart. Voilà pourquoi je comprends bien l'impression que l'économie n'a pas forcément un sens. Alors là où plutôt les situations existent, vous les avez parfaitement décrites, et là où les solutions alors? Alors, les solutions, on peut se demander si on ne va pas, dans certains cas, dans certains pays en tout cas, vers des révolutions, des révoltes, qu'on voit un peu poindre d'ailleurs ici ou là de façon diverse. Le problème des révolutions, comme on le sait notamment en France, c'est qu'elles peuvent être brèves,
elles peuvent connaître un retournement, une contre-révolution. Et il faut peut-être envisager une solution plus profonde, pour reprendre une expression d'Edgar Morin, une mutation. C'est-à-dire à la fois des réformes en profondeur, structurantes, durables, sur le long terme, qui véritablement permettraient de transformer l'économie. Donc c'est cette voie-là que je préconise, vers laquelle je pense. Je ne livre pas dans mon livre un monde tout fait, parfait, idéal, bien entendu, mais des pistes d'avancée, de recherche. Il me semble que d'abord, ce qui doit compter, c'est l'initiative. L'initiative, je reprends, l'initiative des consommateurs, qu'on a vu tout au long de l'histoire et qui est particulièrement aujourd'hui vivante, avec l'économie du partage, pour ne prendre qu'un exemple. Le rôle du citoyen, là encore, qui peut être revivifié à travers ce qu'on appelle la démocratie participative, tout le rôle des ONG, le rôle des associations, etc. L'entreprise qui doit être démocratisée, parce que la valeur travail doit compter au moins autant que la valeur capitale, d'autant plus que dans l'entreprise, qui est toujours présent? Ce sont les salariés et non pas le capital qui, comme on sait, est très fluctuant aujourd'hui. Donc c'est l'initiative qui doit reprendre, disons, qu'il faut encourager, et les réformes qu'on peut envisager, essayer de créer une sorte d'encourager en tout cas une économie qu'on pourrait appeler une économie hybride, en ayant à côté des entreprises traditionnelles qu'il faut, je répète, de toute façon démocratiser, mais on peut créer aussi de nouvelles formes d'entreprises. On en a en France d'ailleurs des aspects avec les SCOP, les SIC, etc. De même des formes d'autogestion, ainsi de suite. Parce que cette économie novatrice, en quelque sorte, peut apporter des changements en matière de gestion, de fonctionnement, mais aussi de type de produits qui soient plus en réponse aux besoins réels des consommateurs, et des produits qui soient plus peut-être robustes, plus durables, mais aussi plus innovants finalement. Donc cette économie hybride peut permettre finalement une vraie concurrence avec un choix quasiment de société pour le consommateur que nous sommes. Et puis un dernier élément qui me paraît majeur, c'est que l'économie marchande finalement vit en vase clos. Et son ressort principal, le profit, est en quelque sorte calculé hors sol, si j'ose dire, comme c'était au Moyen-Âge ou au XIXe siècle. Or, toutes les recherches qu'on a pu faire depuis le XIXe siècle montrent que l'économie n'est pas une fin en soi. L'économie marchande s'imbrique dans un autre cercle, qui est le cercle humain, la société. Il y a des effets positifs ou négatifs, et dans un autre cercle encore plus large, la biosphère, l'environnement. Bon, ça a été calculé par des savants comme Arrhenius, plus récemment comme des gens comme Pigou, etc., sur ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les effets entre l'économie proprement dite et l'être humain, la biosphère. Donc il faut parvenir à inventer, à mettre sur pied à la fois une nouvelle mesure de la comptabilité nationale comme de la comptabilité d'entreprise, afin que la production soit calculée en fonction non seulement des résultats de l'entreprise du pays, mais aussi dans ses effets sur l'être humain dans sa globalité, comme sur l'environnement. Et on est capable de le faire. Il y a aujourd'hui aussi bien des organismes, des consultants qui travaillent sur ces questions, même le FMI s'y intéresse. Il faut pousser en avant, parce que le jour où on sera capable de mesurer non pas la rentabilité financière d'une entreprise en elle seule, et donc les dividendes versés, mais l'utilité d'un produit, l'utilité d'une entreprise, là on sera véritablement en mesure de prédire l'avenir, d'avancer, et non pas d'aller dans le brouillard comme on fait aujourd'hui, où une entreprise peut être extrêmement rentable tout en polluant une rivière, en détruisant des familles, etc. Donc c'est cette finalité-là qu'on doit rechercher et qu'il est possible de rechercher. Voilà quelques exemples, mais tout ce que je propose, ce sont soit des choses qui existent déjà, qui sont en cours d'évaluation, ou des idées un peu plus nouvelles, mais qui forment un tout finalement pour transformer durablement l'économie et ne pas se contenter de la COP 21, qui à mon avis un succès politique, si je puis dire, un accord des grands, mais il faut aller au-delà. Maintenant, il faut aller dans le dur, comme dit Nicolas Hulot, il faut aller dans le dur et voir les réformes en profondeur qu'on peut accomplir si on veut aller vers cette économie du vivant, en quelque sorte, et non pas seulement l'économie du profit. Alors quel est le public visé par votre ouvrage ?
Bien justement, je me suis efforcé de réfléchir à la finalité de l'économie. C'est-à-dire, c'est, je dirais pas philosophique, mais c'est quand même une réflexion sur le fond. Pas uniquement, c'est pas un livre d'économie avec des diagrammes, etc. Non, c'est un livre qui part d'abord sur l'histoire de l'économie, pour en comprendre l'importance par rapport à l'histoire telle que nous la croyons, l'histoire politique, etc. On verra que le soubassement économique est majeur. Les débats économiques qui ont eu lieu depuis la nuit des temps. L'économie n'est pas figée. Il ne faut pas croire que l'économie est tombée du ciel comme ça. Elle dépend de nous, de nos débats, de notre volonté. Et c'est intéressant de voir l'histoire en la matière. Puis, je montre les contradictions de cette économie et je fais un certain nombre de propositions. Je m'efforce toujours de montrer cela de façon pédagogique afin de conduire le lecteur à s'interroger sur ces questions et à participer avec moi aux propositions que je fais, qui rencontreront son adhésion ou non, bien entendu.